Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. On parle d'économie verte. Aujourd'hui, le Gabon, vous le savez, est une voix audible sur la question. Sa politique en matière de préservation fait école à travers la planète. 13 parcs nationaux, un taux de déforestation les moins importants dans la sous-région et surtout plus de 100 millions de tonnes de carbone séquestrées par le pays. C'est énorme. Mais la problématique d'aujourd'hui est celle de savoir quelles sont les pistes proposées par l'économie verte pour l'employabilité. Mon invité ce soir ou ce matin, c'est selon Nathalie Niaré-Sima, directrice nationale du WWF Gabon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Et déjà, peut-être pour commencer, c'est de revenir quand même sur le potentiel du Gabon. J'ai essayé de présenter un peu ce potentiel, mais il est énorme, on le sait. À votre niveau, le WWF, comment il le perçoit? Le WWF est une ONG de conservation et nous sommes officiellement installés au Gabon depuis 1991 et ce n'est pas pour rien. Ouais. Comme vous l'avez dit, nous avons effectivement toutes ces potentialités qui sont là. On parle de la forêt, on parle aujourd'hui de 88% de couverture forestière, c'est énorme. C'est énorme. On parle de biodiversité, on parle de forêt. Nous avons tous ces paysages, nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons les plages et nous avons justement les parcs nationaux. On a quand même un réseau de 13 parcs nationaux qui couvrent 11% du territoire. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire au Gabon. C'est-à-dire qu'on en a parlé, on en parlera encore et pendant très longtemps. Et justement, toutes ces choses sont comprises dans la notion qu'on appelle l'économie verte. Peut-être nous éclairer un peu. Quand on parle d'économie verte, à quoi cela renvoie? L'économie verte, je dirais rapidement, c'est une économie qui améliore déjà le bien-être humain et l'équité sociale, mais une économie qui réduit aussi les impacts. Est-ce que ça renvoie également à la notion de développement durable? La notion de développement durable porte sur les questions écologiques, économiques et sociales. Oui. Donc, dans l'économie verte, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai parlé de l'amélioration du bien-être humain. Donc, nous avons cet aspect social. J'ai parlé de la réduction des impacts environnementaux. Donc, on est sur les questions écologiques. Donc, on a vraiment tous ces éléments, tous ces grandes expressions. Oui. Mais là, c'est vraiment plus un accent sur l'économie, c'est-à-dire une économie qui est faite autrement que celle que nous connaissons jusque-là. Et justement, le Gabon s'est toujours appuyé sur son secteur pétrole, sur son secteur mines. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers des secteurs d'avenir? Est-ce que l'économie verte est une voie vers laquelle le Gabon pourrait se tourner? L'économie verte est une voie vers laquelle tous les pays à forte potentialité comme le Gabon se tournent. Même si on parle de pétrole, on peut faire les choses autrement. Comment? On peut avoir de bonnes pratiques, que ce soit au moment de la production, de bonnes pratiques, par exemple, à la fin de l'exploitation d'un puits. Il y a toutes les questions de régénération, etc., qui peuvent être là. Il y a toute la question sur le traitement des ordures, toutes les questions de recyclage. On a justement des difficultés à comprendre. Lorsqu'on parle d'extraction pétrolière, souvent, à côté, le corollaire est pollution, et de l'environnement, etc. Comment le Gabon pourrait s'inscrire dans, finalement, cette notion d'économie verte également dans ce secteur-là? La réalité, c'est que dès qu'il y a production, il y a impact. Oui. On ne parle pas de zéro impact, on ne parle pas de zéro risque. On parle de réduire, de minimiser autant que possible les impacts. C'est ce qu'il faut comprendre. Que ce soit dans le secteur pétrolier, que ce soit dans le secteur minier, dès qu'on parle, même dans l'exploitation forestière, dès qu'on parle de production, cela veut dire qu'il y a des impacts. Mais maintenant, il existe un certain nombre de référentiels, il existe un certain nombre de normes et de pratiques qui permettent de réduire justement les impacts, qui permettent de travailler sur des réhabilitations de sites. Donc aujourd'hui, vraiment, quand on parle de ces secteur de production, c'est de bien comprendre que production veut dire impact, mais quand on est dans les questions de durabilité, c'est de faire les choses autrement. C'est la promotion de bonnes pratiques, etc. etc. Et je pense que le Gabon, à travers sa loi, est assez exigeant pour ces bonnes pratiques. Là, on le voit certes dans le code forestier déjà, puisqu'on parle d'exploitation durable des forêts, mais il y a également plusieurs dispositions qui sont comprises dans le code minier. Les études d'impact environnemental et social, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont mis en place
place dans le cadre réglementaire gabonais, comme vous avez dit, dans le code forestier, le code de l'environnement, etc. Donc, il y a des choses qui sont là. C'est pour cela que pour nous, en tant que WWF, nous travaillons aussi avec des opérateurs. Parce que nous savons qu'ils sont dans la production, mais l'objectif pour nous, c'est de les emmener vers de bonnes pratiques, à utiliser des référentiels qui sont bien connus, des référentiels souvent internationaux, pour justement, dans leurs activités, avoir à les utiliser. On parle de secteurs d'avenir. Concrètement, quels sont les métiers vers lesquels les populations gabonaises pourraient se tourner quand on parle d'économie verte? Bon, déjà, quand on parle de l'économie verte, on peut être à deux niveaux. D'accord. Le premier niveau, ce sont des activités qui existent aujourd'hui. On a parlé du pétrole, on a parlé des mines. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément parler d'économie verte pour cela, mais on parle par exemple des secteurs comme le solaire, l'énergie. Par exemple. Comme l'énergie. C'est un secteur qui est déjà là, mais peut-être de passer plus vers du solaire. Donc ce sont des activités qui sont déjà là, mais qui dorénavant vont utiliser des procédés qui vont permettre de réduire l'impact sur l'environnement, sur l'écosystème. Donc, il y a cette partie-là. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les éco-activités. Et ça, ce sont vraiment des activités qui sont liées à la question de la conservation, de la gestion durable. Je prendrai pour exemple la restauration des mangroves. Par exemple. C'est vraiment une éco-activité parce qu'on mène l'activité dans le but d'une restauration. Quand on parle des métiers, par exemple, certains métiers liés à la gestion des parcs nationaux, ce sont vraiment des métiers qui sont sur l'éco-activité. Donc, c'est pour dire qu'il y a ces deux types. Il y a des procédés qui sont là, pour lesquels on utilise maintenant d'autres manières de faire, mais qui existent. Et il y a maintenant aussi des activités qui sont directement liées à ce qu'on peut appeler le vert, les métiers verts. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ces métiers liés aux éco-activités. On le voit, le Gabon, vous avez parlé à l'intérieur des parcs nationaux, il y a plusieurs métiers qui naissent. On a par exemple les éco-gardes, on a également d'autres sources de revenus pour d'autres populations. Mais la question qui me vient, c'est qu'on a l'impression que ce sont les chercheurs, l'université, qui arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu de ces différents métiers-là. Comment on intéresse aujourd'hui les populations? Comment on arrive à finalement susciter l'émulation vers ces jeunes qui voudront embrasser des secteurs d'avenir? C'est très intéressant ce que vous dites parce que justement on est resté très longtemps avec l'idée que ce sont les scientifiques qui peuvent travailler dans la conservation. Mais je vous dirais aujourd'hui que c'est quelque chose, ce sont des domaines qui sont ouverts, Je prends pour exemple, on parle du droit de l'environnement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait du droit. On va parler de la fiscalité verte. C'est quelqu'un qui va faire économie, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très ouvert. On parle de sociologie. Nous, dans notre équipe, nous avons des sociologues parce que nous travaillons avec les communautés. Donc, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'expliquer qu'aujourd'hui, ce n'est pas lié juste aux scientifiques. C'est vrai qu'il y a toutes les questions, tous les aspects scientifiques derrière, mais comme j'ai parlé des sociologues, j'ai parlé du droit de l'environnement. Ce sont des personnes qui font droit. Moi, quand j'étais au lycée à l'époque, ça fait un certain temps, quand on était en terminale, on vous disait, OK, telle terminale, vous allez faire ça à l'université. Quand on était, par exemple, en série A, on disait, vous allez faire droit. Mais justement, quelqu'un aujourd'hui, dans son droit, peut se spécialiser en environnement. Et vous faites allusion au terminal et donc finalement aux formations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes quand même, j'ai envie de dire, un acteur qui observe les pratiques de l'économie verte au niveau du Gabon, est-ce qu'aujourd'hui le Gabon a pu se doter de formations réelles par rapport à ces métiers d'avenir? Il y a des efforts qui sont faits. Parce que moi, après le lycée, je suis allée à l'École nationale des eaux et forêts. Et là, déjà, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de diversité. Il n'y avait pas beaucoup de diversité en termes de débouchés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une certaine diversité déjà au niveau de l'École nationale des eaux et forêts. Est-ce qu'il faut simplement se limiter à la seule École des eaux et forêts? Est-ce qu'il faut attendre après le bac pour se spécialiser? Est-ce qu'il ne faudrait pas susciter des vocations plus tôt? Les vocations peuvent venir beaucoup plus tôt. Là, j'ai vraiment pris juste des exemples parce que si on parle de droit, généralement, c'est quelque chose qu'on fait à l'université. Effectivement. Mais après, il y a des personnes qui peuvent
assez rapidement, il y a des personnes qui sont très intéressées par ces activités-là. J'ai par exemple parlé des personnes qui vont travailler dans la restauration des mangroves. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour aller faire de la restauration de mangroves. Mais il faut qu'on nous l'apprenne. Il faut qu'on nous l'apprenne. Est-ce que le VVF a des programmes? Il y a un encadrement. Très bien. Il y a des encadrements qui sont là. Ça peut être fait par le VVF, mais ça peut être fait par d'autres acteurs. Donc, il y a des encadrements qui sont là. Il y a des ONG locales aujourd'hui, des ONG de jeunes qui travaillent sur ces questions-là et qui ont cet encadrement, qui apprennent et qui, à la fin, prennent la main et arrivent à s'en sortir tout seul. Est-ce que le VVF accompagne également, parce qu'on parle de différents niveaux quand même, est-ce que le VVF accompagne aussi la petite enfance? Est-ce qu'il y a des programmes comme ça où vous êtes, par exemple, vous proposez des immersions à cette petite enfance pour s'intégrer déjà dans ce secteur-là? Je prendrai un exemple très simple, 2 exemples. Nous travaillons avec les écoles primaires, déjà, ici à Libreville. Et nous avons un gros programme d'éducation environnementale dans le Haut-Ogooué, à Bakumba et à Mwanda. Et là, c'est vraiment, c'est plutôt au niveau lycée, des classes de 3e, des classes de seconde. Et là-dedans, effectivement, nous parlons aussi des questions de métier. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a eu une sortie parce qu'il y a plusieurs élèves. On a à peu près plus de 400 élèves avec lesquels nous travaillons. Ils ont fait une sortie dans le parc de la Lekedi. Alors qu'ils sont juste à côté, ils n'étaient jamais allés. Donc, vraiment, ça, c'est le travail que nous faisons. Donc, nous avons, par exemple, élaboré des manuels d'éducation environnementale. Donc, il y a tout cet encadrement-là. Donc, c'est des choses que nous faisons, effectivement, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment prendre sur le tard. On a compris que de plus en plus, il faut vraiment travailler avec les enfants. Je prends toujours un exemple. Quand nous avons des enfants à la maison, quel que soit ce que tu lui dis, il va te dire « la maîtresse a dit que ». Donc, si déjà là, on arrive à les toucher, on arrive à les capter, ce sont des personnes qui, même à la maison, lorsque vous allez poser un acte, ils vont vous dire « non, non, maman, on ne fait pas ça ». Parce qu'à l'école, on nous a dit. Et donc, c'est vraiment. Donc, on a vraiment ces différents niveaux où nous intervenons, aussi bien au niveau du primaire, au niveau du secondaire, et même un peu plus. Donc, par exemple, dans nos activités, nous avons des doctorants qui viennent, avec lesquels nous travaillons. Donc, aujourd'hui, nous intervenons à ces différents niveaux-là parce qu'il est vraiment important déjà d'éveiller, mais aussi d'accompagner, d'encadrer. Et de plus en plus, on parle de la question d'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on a parlé de ces ONG qui se lancent dans la restauration des mangroves, par exemple, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans des activités entrepreneuriales et qui souhaiteraient effectivement aller dans le sens de l'économie verte. On a par exemple des jeunes qui sont dans la transformation du plastique. Est-ce que le VVF accompagne également ce genre de jeunes? Quelles sont les stratégies qui pourraient permettre à ces jeunes d'aller davantage vers ce genre d'activité? Bon, pour le moment, nous ne travaillons pas avec les jeunes dans la valorisation du plastique. Mais par exemple, je pourrais vous parler des associations que nous encadrons dans l'apiculture, la production de miel. Très bien. Ça, c'est quelque chose que nous faisons dans la zone de Gamba. Et donc, pour cela, nous mettons à disposition des personnes pour les former, pour les encadrer, pour les accompagner. L'objectif, effectivement, à la fin, c'est que ces associations puissent produire leur miel, vendre leur miel. Et lors de mon dernier passage à Gamba, elle parlait même de faire d'autres produits. Elles m'ont offert des bougies qu'elles sont en train de fabriquer, etc. etc. Donc, ça, voilà, ça c'est un accompagnement. On voit toute une chaîne de valeur, effectivement. Et là, par exemple, ils nous disaient, nous, on veut ouvrir une petite boutique pour vendre, pour mettre à disposition nos produits, etc. Donc là, c'est vraiment des personnes qui sont basées à Gamba. Il ne s'agit pas de personnes de Libreville qui vont à Gamba. Très bien. Ce sont des personnes qui sont basées sur place, que nous avons accompagnées. Nous avons accompagné en recrutant un consultant qui les a formés, qui les encadre. Ça permet que quand ils ont un petit souci, ils peuvent appeler le consultant et puis, bon, voilà, ils ont quand même quelque part la réponse à leurs questions. Donc, ça, c'est le type d'accompagnement que nous, on peut mettre. Parce que ça veut dire que nous, on n'a pas quelqu'un en interne pour faire cela, mais nous pouvons mettre à disposition un consultant. Et c'est bien de parler de l'apiculture parce que ça nous permet d'amorcer le sujet en rapport avec l'agriculture. On le voit, beaucoup de nos mamans à l'intérieur du pays ont des activités agricoles et pour la plupart, ont eu j'ai envie de dire, ces capacités à gérer de façon durable, finalement, soit
qu'elles fassent la pêche ou qu'elles se lancent dans des activités d'agriculture liées à la banane, ou etc. Mais aujourd'hui, comment on intègre la notion d'économie verte ou de durabilité finalement à ces communautés rurales? En tout cas, pour vous répondre, je vais toujours prendre des exemples. Oui, allez-y, dans la zone de Makoko, par exemple, nous travaillons avec plusieurs communautés et nous avons sollicité l'appui de l'IGAD, l'Institut gabonais, l'appui au développement. Oui. Pourquoi? Pour voir comment sédentariser les populations. Très bien. Parce que comme vous le savez, notre agriculture traditionnellement, c'est une agriculture itinérante sur brûle. Oui, oui. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, OK, au lieu que chaque année, on se déplace parce qu'on va couper de la forêt. Ici, voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les pratiques que vous pouvez utiliser pour vous sédentariser. Donc là, déjà, c'est vraiment afin que la pression sur la forêt soit moins importante. Nous avons ça. Et à côté de ça, on se dit, ces populations doivent vivre de cela. Et là, par exemple, nous travaillons sur l'organisation des filières. Elles produisent. Une partie de la production est consommée, mais ce n'est pas la plus grande partie. Parce que quand vous avez des personnes qui ont 1 hectare de plantation, ce n'est pas pour une consommation personnelle. C'est pour pouvoir aussi vendre et recevoir des revenus. Donc nous accompagnons aussi dans l'organisation de filières, des bouchées de marché, etc. Donc c'est ce qui va permettre aussi à ces populations d'adhérer à notre projet. Donc, c'est pour dire que ce sont des actions. Là, je prends vraiment des exemples des actions concrètes de ce que nous faisons. Voilà. Oui. Donc là, nous avons cet appui que nous apportons aux populations en termes de nouvelles pratiques, de voir comment réduire la pression sur la forêt, mais aussi de dire, OK, votre production, il faut que vous puissiez vivre de cela. Et donc là, on va regarder quels sont les marchés, vers quel marché est-ce que ces femmes peuvent vendre leurs produits, etc. Parce que c'est bien de manger, mais c'est bien d'acheter du pétrole, d'acheter du savon, d'envoyer les enfants à l'école. Donc il y a tous ces aspects, ce côté économique aussi que nous regardons. À côté, on parlait de ces bonnes pratiques finalement dans les métiers qui existent déjà, dans les domaines comme le pétrole et les mines. Est-ce qu'il y a eu, pour revenir à la formation, des curricula qui ont par exemple été intégrés à l'école des mines de Mwanda par exemple? Est-ce qu'il y a la notion de durabilité qui est prise en compte? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous encadrez, vous, à votre niveau en tant qu'acteur de ces questions-là? Finalement, l'État accompagné, pas encadré, mais est-ce que vous accompagnez l'État pour qu'il s'implique davantage dans cette notion de durabilité apprise dès la formation pour qu'elle soit pratiquée plus tard? Concernant les mines, prenons juste l'exemple des mines, je ne pourrais pas vous répondre en ce qui concerne l'école des mines de Mwanda. Mais je peux vous dire que nous travaillons avec le ministère des Mines. Il y a encore 2 semaines, j'étais à Makoko avec une délégation du ministère des Mines. L'idée, c'est de travailler sur les questions de mines durables. Et donc, quand on regarde ces aspects de mines durables, il y a bien entendu là-dedans des aspects réglementaires qu'il faut sûrement améliorer. Il y a des politiques qu'il faut améliorer. Donc, il y a aussi un travail qui est fait à ce niveau-là. Parce que pour nous, quand on s'assure que nous avons des dispositions dans la réglementation, il est maintenant possible pour l'État de prendre des mesures, de contrôler et de surveiller. Donc nous travaillons directement avec le ministère des Mines sur la question de mines durables. Et justement, parfois, c'est ce suivi, évaluation qui ne suit pas sur le terrain. Comment on fait pour rendre contraignant ces bonnes pratiques contraignantes finalement? Bon, nous, on aura du mal à faire ce contrôle, à faire ce suivi. À jouer le gendarme. À jouer le gendarme. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes sur le terrain. Et lorsque nous observons un certain nombre de pratiques, il nous revient de repartir vers les administrations compétentes et ensuite aussi de voir quels sont les appuis qu'on pourrait apporter pour accompagner ces administrations-là. Il y a déjà quelques années, plusieurs années, lorsque notre organisation s'est installée au Gabon, on a beaucoup travaillé sur les aspects faune, mais on s'est rendu compte à l'époque que le ministère des Eaux et Forêts n'avait pas les capacités, surtout matérielles, pour mener les activités. Et à ce moment-là, nous avions mis à disposition des voitures, nous avons même construit des brigades, ce qu'on appelle des brigades de faune. Donc il y a un accompagnement que nous, on peut faire derrière, mais nous, on ne peut pas faire ce contrôle-là. C'est vraiment le rôle de l'État. Donc voilà, donc nous, on essaye vraiment de donner toutes les informations. Nous apportons des appuis à ces organisations, nous apportons des appuis
à l'État, mais c'est tout ce que nous, on peut faire à ce niveau-là. Oui, quand on regarde le Gabon, on voit qu'il préserve bien son environnement, on voit qu'il est bon élève, leader même sur ces questions, mais on a l'impression qu'à contrario, il a du mal à capter encore ce secteur d'avenir. Est-ce qu'il y a des stratégies que vous avez proposées peut-être pour accélérer un peu la mise en place, ou du moins l'orientation de l'État vers ces secteurs? Non, je ne peux pas dire que je sois complètement d'accord avec vous. D'accord. Parce que le secteur forêt, c'est un secteur important. Pendant longtemps, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on parlait du secteur forêt comme le deuxième employeur après l'État. Comme premier employeur même après l'État. Après l'État. Donc, c'est un secteur qui est là, qui est important. Mais donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de contraintes au niveau international. Parce que quand on parle des forêts, on ne parle pas juste du Gabon. On parle du Gabon, on parle du bassin du Congo, on parle du monde. Et donc aujourd'hui, on doit pouvoir entrer dans tous ces processus internationaux qui existent. Et c'est vraiment peut-être à ce niveau-là qu'on n'a pas encore complètement. D'accord. On n'a pas vraiment encore complètement pris la main. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites, mais on doit vraiment continuer sur tous ces aspects-là. Mais au niveau du gouvernement, c'est un secteur effectivement qui est important parce que autant d'emplois, ce n'est pas négligeable, mais comme je le disais, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit vraiment beaucoup plus s'encadrer dans le cadre mondial. Il y a beaucoup de choses qui sont discutées sur le climat, sur la biodiversité, etc., etc. Parce que c'est vrai que le secteur bois emploie juste après ou derrière l'État, mais encore faut-il savoir, est-ce qu'il s'agit d'emplois verts finalement? Parce que qui dit forêt, est-ce que ça renvoie directement aux emplois verts ou est-ce que là également, il faut se poser des questions? Mais donc justement, et là également, il y en a, nous, en tant que ONG de conservation, nous travaillons aussi avec l'administration. Parce qu'il y a comme je disais, il y a des référentiels qui existent. Il y a quelques années, le Gabon avait décidé de généraliser la certification des concessions forestières. Et donc, nous, on travaille avec l'administration, on travaille avec le secteur privé pour amener justement tout le monde vers la certification. Parce que dans la certification, il y a des principes sociaux, il y a des principes écologiques, il y a des principes économiques. Finalement, de durabilité. De durabilité. On parle aussi beaucoup plus, Madame Niaré Sima, peut-être pour la fin de cette émission, pour comprendre et pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, de crédit carbone. Est-ce que là également, c'est une niche pour de nouveaux emplois au niveau du Gabon? Et comment les jeunes, encore une fois, qui sont quand même la population la plus enclin dans ces questions d'emploi, comment ces jeunes peuvent capter finalement ce secteur de crédit carbone? Il y a peut-être, lorsqu'on a élaboré le Code forestier en 2001, on voyait bois et on s'arrêtait au bois. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres aspects qui se sont ajoutés. On parle des crédits carbone, mais ailleurs, on parlera aussi des crédits biodiversité. Mais c'est pour cela que je disais qu'on n'a pas encore complètement pris la main sur certains processus internationaux. Il serait vraiment intéressant, pertinent, dans le cadre de la formation, d'avoir des personnes qui se spécialisent sur ces questions. Il y a quelques personnes, mais on les compte sur le bout des doigts. Et donc, mais aujourd'hui, avec sa couverture forestière, si on veut réellement adresser la question du carbone, des crédits carbone, des crédits biodiversité, on doit avoir des personnes capables d'en parler. Parce que quand on a commencé ces discussions, on faisait venir des personnes d'ailleurs. Et donc, voilà quand même des points sur lesquels le gouvernement... Le Gabon a besoin d'expertise locale. Il faut orienter. S'il faut aller discuter, parler de la question des crédits carbone, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre, il faut avoir des Gabonais assis autour de la table, mais surtout des Gabonais qui maîtrisent le sujet. Et pour terminer, peut-être regarder la caméra en vous adressant à ces jeunes qui se posent des questions et qui se disent, est-ce que moi, oui, le pétrole paye bien? Moi, je me lancerais peut-être dans le pétrole, même si on a parlé de cette question de durabilité aussi dans ce secteur. Oui, les mines, c'est encore bien avec, sans faire la publicité, toutes ces entreprises en lien avec les mines. Mais aujourd'hui, est-ce que finalement, ces pistes
vers l'économie verte? Est-ce que l'économie verte a des pistes qui sont pourvoyeuses d'emplois? Est-ce qu'il faudrait s'y tourner? Si oui, comment? Il y a de nombreuses pistes dans le cas de l'économie verte. Il y a de nombreuses pistes dans le cas des éco-activités. Mais surtout, il faut savoir ce qu'on veut faire. Comme je l'ai dit tantôt, on peut parler de droit, on peut parler de sociologie, on peut parler de restauration. Aujourd'hui, par exemple, rien qu'avec les parcs nationaux, on a à peu près 600 éco-gardes et assimilés, à peu près. Ce sont des personnes que la plupart ont été recrutées dans les villages et qui aujourd'hui ont des salaires. Donc, il y a différents niveaux, mais il y a énormément d'opportunités. Et la diversité des métiers au sein de la conservation, de la gestion durable, il y en a énormément. Et donc, vraiment, il ne faut pas juste se freiner en se disant les questions de conservation sont des questions scientifiques, mais je voudrais dire qu'au-delà de ces aspects scientifiques, il y a beaucoup d'autres domaines qu'on retrouve à l'intérieur de ces questions. Merci. Nathalie Niaré-Sima, directrice nationale du WWF Gabon, merci beaucoup d'être passée sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Avec vous, plutôt, il était question de revenir sur ces questions liées à l'économie verte comme étant une niche insoupçonnée d'emploi. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On espère vous avoir édifié. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.